Excellent, excellent. Bon, alors, comme j'ai mentionné au début, dans l'ACAIC de 2023, j'avais peur de PixInsight. Puis je dois vous avouer quelque chose, j'ai toujours peur de PixInsight, surtout après avoir vu des experts comme Roger là, qui nous a passé à travers un processing très, très détaillé. Dans le fond, je ne suis pas expert dans PixInsight, je ne suis pas expert dans Nina. Mon défi, ça a toujours été comment faire pour prendre des images qui sont raisonnables, avec des connaissances limitées, et puis aussi le fait qu'on a un climat qui est très limité en termes d'opportunités de prendre des photos. Alors, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions dans les capteurs CMOS dans la dernière décennie, qui nous permet d'aller chercher quand même des images raisonnables. On va regarder un peu la comparaison de l'efficacité quantique, le quantum efficiency des CMOS comparé au CCD. J'ai mentionné dans mon parcours que j'ai pris des images avec des Canon T3i, des Canon 6D. J'ai investi dans un SBIG 8300C couleur et c'était un gros désappointement. Et on va voir pourquoi que c'est désappointant, parce que l'efficacité quantique, quantum efficiency, n'est pas très bon. Tandis que les CMOS maintenant sont quand même beaucoup plus capables en termes d'efficacité quantique. Alors ça nous permet, avec l'amélioration des caméras CMOS, de réduire la gap entre ce qu'on avait avant dans des CCD mono et des CCD couleurs. Je vais être le premier à vous dire que j'ai déjà travaillé avec une caméra CCD mono, un ATIC 460EX, qui est un capteur extraordinaire, un IC 694, très très sensible comme capteur. Et c'est sûr que quand on compare une image avec une caméra mono, comparé à une caméra couleur, la mono va donner des résultats qui sont mieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, mon point, c'est qu'avec toutes les limitations qu'on a, en termes d'opportunité d'avoir du beau temps, en termes de méconnaissance limitée, en termes de PixInsight surtout, que je trouve qu'avec une caméra CMOS, ça donne des résultats qui sont raisonnables avec un effort beaucoup moins grand dans les contraintes qu'on a. Les images que vous allez voir sont toutes prises par le CMOS couleur et puis les filtres B-band. Alors, on va voir un peu le contenu de qu'est-ce que la présentation va contenir. On va parler sur les progrès, quand je dis récents, c'est les dernières 10 années plus ou moins, avec les caméras CMOS et comment ça ouvre beaucoup de portes qu'on n'avait pas dans le passé. Ça nous permet d'avoir des images qui sont quand même raisonnables en termes de qualité avec un effort beaucoup moindre. Il y a aussi l'entrée des filtres B-band dans les dernières années qui se sont améliorés beaucoup. On a maintenant, comme on va voir, des filtres qui sont à 3 nanomètres de bande passe, qui sont quand même assez intéressants, qui nous permettent d'aller chercher le HA, le O3. Il y a aussi d'autres filtres B-band qui vont aller chercher le S2 puis le H-bêta. Et un des points qui donne avantage, si on veut, à une caméra couleur, malgré que c'est un fait que c'est un peu moindre en termes de sensibilité, un peu moindre en termes de résolution, c'est qu'avec une session d'acquisition, on attend cette nuit claire pendant très longtemps, puis là, quand on l'a, avec un filtre B-band, on est capable d'aller chercher le HA et le O3 dans une session, plutôt que de devoir shooter avec du HA une nuit, puis après ça, attendre la prochaine belle nuit pour le O3. Puis le même argument va s'appliquer pour le H-bêta ainsi que le S2. On va parler aussi des considérations du temps d'acquisition et des opportunités. J'ai donné une idée un peu des avantages et désavantages, mais on va parler un peu plus de ça. Puis finalement, on va parler des approches de traitement pour des images qui viennent d'un filtre B-band. J'utilise le terme DB, c'est dual band, mais je l'utilise également, c'est la même chose que B-band dans le fond. Et je vais me concentrer sur PixInsight, malgré que je suis tout nouveau dans PixInsight. PixInsight quand même offre des opportunités de faire du traitement qui vont réellement donner des images qui sont plus que raisonnables
en utilisant les mêmes processus comme les scripts, le Weight Batch Processing WBPP, le SPCC qu'on a vu tout à l'heure, le Blur Exterminator, on l'utilise également avec une caméra couleur, que ce soit avec des images qui sont prises couleur, comme une shot ou one shot color, comme on dit, ou bien que ce soit avec un filtre Beamer. Alors, en termes d'amélioration dans les caméras CMOS, on va voir un peu l'efficacité quantique un peu plus tard, mais c'est réellement une amélioration extraordinaire quand on compare ça à ce qu'on avait avant. Ce que j'ai vu moi-même dans le SBIG 8300C, comparé par exemple à un 2600C, ou une C1200C ou 2400C, on voit réellement une résolution beaucoup plus grande. Les pixels sont petits, sont très petits. Puis ça, il y a avantage à ça, malgré que, comme Roger a mentionné, oversample. Ça veut dire que quand on a une longue longueur focale, on a des sampling rates de 0.4, 0.5, 0.3 pixels par arc seconde. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y en a qui ont pensé dans le temps que ce n'était pas bon d'être oversample. Mais dans le fond, ce que ça nous permet de faire, surtout quand on a une matrice Bayer, qu'on perd la résolution, c'est que dans le fond, quand on a un sampling rate de, mettons, 0.4, quand on ajoute la Bayer matrix, la résolution va être moins bonne parce qu'on a, comme vous le savez, comme Roger a montré, un pixel rouge, c'est pas chaque pixel, c'est chaque 4 pixels. Donc, il y a une distance de 2 entre eux, donc on a moins de résolution. Donc, le fait que les pixels sont petits, qu'on a du oversampling, n'est pas nécessairement une mauvaise chose en termes d'aller chercher plus de détails, considérant la matrice de Bayer. Le bruit est extraordinaire. On est arrivé à un point, je pense que c'est Denis qui mentionnait, qui prend même plus de dark. Avant, des dark avec des CCD, c'était obligatoire. Mon 8300C, qui est un gros désappointement, on voyait des bandes partout, on voyait toutes sortes de choses qui rendaient l'utilisation des dark absolument nécessaire pour avoir des résultats qui sont acceptables. L'efficacité quantique est beaucoup améliorée, on va le voir par après. Donc, le fait qu'on a plus de sensibilité puis un bruit réduit veut dire qu'on a une plage dynamique qui est améliorée. On voit aussi que l'électronique de ces sensors est faite d'une telle manière que quand on arrive à un certain point, il y a quand même une drop assez intéressante en termes de read noise, qui veut dire que le dynamic range va augmenter. Généralement, c'est proche du unity gain. Bien, je vais vous dire aussi autre chose, c'est que je suis loin d'être expert dans l'électronique des caméras, dans PixelSight, dans Lina. Donc, si vous avez des commentaires à faire, j'aimerais bien les entendre, parce que ce que je vous dis, c'est seulement mes connaissances limitées. Bon, on va comparer l'efficacité quantique. Alors, l'efficacité quantique, c'est l'efficacité de la caméra d'aller chercher des photons, de convertir des photons en signal électrique, qui va nous donner finalement un signal qui va être converti dans une image. Et ce qu'on voit en bas, c'est l'efficacité quantique d'une caméra 6200, ASI 6200, mono par contre. Et c'est à peu près la même chose pour une 2600. Et en haut, ce qu'on voit, c'est les différentes sortes de CCD. J'ai mentionné que j'ai eu une 8300, le KAF 8300, et on peut voir que pour du H-alpha, la 8300 a 43% d'efficacité. Si on va au H-alpha, qui est à peu près à 650 et quelques, on voit la couleur bleue. Ça nous amène à peu près à 45% plus ou moins. Et quand on va aller chercher la KAF 16803, qui est un peu meilleure, c'est 46%. Le ATIC que je mentionnais, le 460EX, qui a un sensor Sony qui est extrêmement sensible, c'est sûr que c'est un sensor qui est très bas en bruit, puis qui est très bon en sensibilité. Celui-là a la meilleure sensibilité en termes de H-alpha, 65%. Mais ce qui attire notre attention, c'est le fait que c'est quand même
beaucoup mieux que les capteurs Kodak, les 1300 et puis le 16803, et que le 6200, les CMOS qu'on utilise maintenant ne sont pas très loin en termes d'efficacité quantique, à 60%. Quand on va aller chercher le O3, qui est à peu près à 500, on voit que l'efficacité quantique du 6200 est à peu près 90%, extrêmement élevé pour ces longueurs d'onde-là, et de loin supérieur au CCD qu'on a utilisé dans le passé, que ce soit les moyens, comme le KF 1300, le KF 16803, ou bien les meilleurs, parmi les meilleurs en termes de sensibilité, qui est le ICX 694. Donc, le message ici, c'est que les CMOS, les caméras, les capteurs CMOS, se sont tellement améliorés dans la dernière décennie qu'on a une efficacité quantique qui est très intéressante, qui va aller chercher beaucoup de détails dans les temps limités qu'on a pour prendre des images. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires. Le 6200, c'est le même capteur que l'autre. Que le 2600, à peu près. C'est juste plus grand. Ouais. Une autre raison qu'on devait prendre des dark, c'est qu'on avait de la lueur dans les images, le glow, le image glow. Les CMOS maintenant, comme le 6200, le 2600C, le 2400, ont quasiment pas de lueur. Donc, moi, j'en prends toujours des dark, mais c'est questionnable si on est réellement obligé. Il y en a qui, j'ai entendu des personnes dire, c'est très important de prendre des dark, même si c'est un CMOS qui est efficace, qui n'a pas de glow, qui a peu de bruit. D'autres qui vont dire que c'est moins important. Moi, personnellement, j'en prends. Mais le débat, je pense qu'on va laisser les experts débattre ce sujet-là. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a moins ce besoin d'aller chercher des dark que ce qu'il y en avait dans le passé. Là, quand on commence à comparer le même capteur CMOS en couleur puis en mono, on voit que les caractéristiques techniques sont très, très similaires. En termes de read noise, c'est à peu près la même chose. Tous les facteurs techniques sont très, très similaires. Les différences c'est l'efficacité quantique. Alors, quand on dit qu'on perd un peu d'efficacité quantique à cause de la matrice Bayer, ça explique, ça montre en fait qu'on perd un peu. Maintenant, la question, c'est sûr, comme j'ai dit au début, qu'aller prendre des images d'astrophotographie avec une caméra mono va vous donner des résultats qui sont un peu meilleurs, mais que l'écart entre les couleurs et les monos sont maintenant beaucoup moins grands que ce qu'ils l'étaient, ça fait une dizaine d'années, à cause des améliorations de sensibilité, de bruit, etc. Il n'y a quand même pas une grosse différence quand tu regardes ça, 80%, 91%. Ça expose plus d'images. C'est pas énorme, absolument. C'est exactement. Ça, c'est le point que je vais faire après quand on va parler. C'est quoi les opportunités qu'on a réellement au Québec pour prendre des images d'astrophotographie? Mon cheminement a été tel que je suis allé d'un DSLR OS Big 8300 couleurs au ATIC mono, le ICX 694, qui est un très très bon capteur mono. Puis là, je suis revenu finalement à une caméra couleur. Pourquoi? En sachant que les résultats ne sont pas aussi forts, mais qui ne sont pas très loin, je me suis dit, si j'étais retraité au Chili, c'est sûrement j'irais avec une caméra mono, parce qu'on a le temps, on a beaucoup de nuits claires. Voilà. Mais le fait qu'on est au Québec, qu'on a quand même des nuits assez limitées, des nuits qui sont assez bonnes pour prendre des images, pour moi, ça m'a, mettons, c'était le point qui m'a convaincu d'aller avec le couleur. Maintenant, la chose à ajouter, on voit à gauche l'efficacité quantique d'une caméra 6200 mono. Mais on a le Bayer Matrix qui va réduire l'efficacité quantique. On voit qu'à peu près à une longueur d'onde de 600, on est à peu près à 88%. La façon que je comprends ces graphes-là, puis corrigez-moi si vous comprenez ça différemment, c'est qu'une caméra couleur à 600 nanomètres va aller chercher 88% de ce que lui va aller chercher, qui est 73%. Donc, ça va être dans les 60 et quelques pourcents. Alors, on perd une dizaine de pourcents plus ou moins. C'est le prix à payer pour la flexibilité.
Il y a aussi les coûts qu'on va regarder un peu plus tard. Mais ça, c'est intéressant. Le fait qu'on a une matrice Bayer que Roger a présenté beaucoup mieux que moi, je vais le faire, mais ça, on perd un peu. L'autre chose à considérer, c'est que les courbes ne sont pas des rectangles parfaits. Le rouge, il pique à 600, puis après ça, il descend un peu. Le bleu, il va monter au maximum entre les 450 et 500, puis après ça, il va descendre. Le vert, qui va monter au maximum à pas loin de 530, plus ou moins. Même à la longueur du H-alpha, on va aller chercher un peu de vert. Et on a 8%. Donc, ça, c'est des choses qui vont polluer un peu, si on veut, notre signal. Mais avec PixInsight, on va voir un peu plus tard qu'il y a moyen d'extraire ces signaux. Il y a des logiciels qui ont été faits, des process qui ont été faits pour extraire ces signaux. Bon, alors les filtres B-band. On a demandé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut mettre comme filtre narrowband, alors à bande étroite, dans une caméra couleur? Le premier point, c'est sûr que quand on va aller mettre un filtre H-alpha sur une caméra couleur, mon expérience, c'est que ça marche. Par contre, ça ne marche pas aussi bien qu'une caméra mono. On va perdre un 10-20% de sensibilité. On va perdre la résolution aussi. Maintenant, le point qui est intéressant pour la résolution, c'est que les pixels sont rendus tellement petits, à 3.76 pas nanomètres, mais microns par pixel. Si on a une longueur focale, admettons comme il y en a qui ont parlé de Edge 8 pouces, qui est à peu près à 1500 mm avec le reducer, ça va probablement donner un sampling rate d'à peu près 0.5, d'après moi, 0.5 arcs secondes par pixel, qui est en bas de la limite du seeing. Selon vous, c'est quoi, on parlait de ça durant le lunch, c'est quoi le seeing, la clarté de l'image qu'on mesure avec la grosseur de l'étoile? Selon vous, dans nos zones au Québec, c'est quoi le seeing qu'on a en moyenne? Pas barjeux. C'est 2002. Autour de 2. Autour de 2. Autour de 2. OK. Donc, alors, le point que j'allais mentionner, c'est que le fait qu'on a le Bayer Matrix, si on utilise un Edge avec un reducer à 1500 mm, au lieu d'avoir une résolution, un sampling rate de 0.5 arcs secondes par pixel, si on utilisait une mono, on va probablement doubler ça avec un Bayer Matrix. On va être à 1 seconde, à plus ou moins. Puis la science n'est pas précise. Là, je suis certain qu'ils vont prendre des formules et dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas 1, c'est 0.9 ou 1.2, mais c'est à peu près dans ce range-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a des pixels qui sont tellement petits, avec le seeing qu'on a, que même avec une caméra couleur, avec un Bayer Matrix, on va être quand même un sampling rate qui va être inférieur, mieux que le seeing va nous permettre de trouver. Donc, ça nous donne un certain jeu dans, si on veut, la résolution qu'on peut aller chercher si on est en bas de la résolution que le ciel va nous donner. Si on était, mettons, à une longueur focale de 300 mm et qu'on aurait, mettons, un sampling rate de 2 arcs secondes ou 2,5 arcs secondes, c'est là qu'on verrait la grosse différence entre la mono et la couleur, parce que le Bayer Matrix va probablement doubler la résolution. Au lieu de, mettons, 2 secondes, ça va être 4 secondes. Là, on va réellement voir la différence. Mais quand on est à un sampling rate d'une demi-seconde, ou comme Denis et moi avec un plane wave à 0.3 arcs secondes avec des pixels aussi petits, de monter à 0.6 ou à 0.7 ou 0.8, c'est quand même beaucoup inférieur à ce que le signe va nous donner. Donc, on a cette marge-là. Donc, on est capable d'utiliser n'importe quel filtre avec une caméra couleur. Par contre, on va perdre la sensibilité. Et aussi, on va avoir cette pollution qu'on a parlé tout à l'heure, le vert qui va aller donner un peu de vert dans le rouge. Alors ça, c'est des choses que... c'est pas une grosse quantité. On peut retourner en arrière. C'était comme à 8%. C'est-tu considéré comme négligeable, rendu là? C'est petit, c'est petit. C'est certain que dépendant
la qualité que la personne va aller chercher, le détail qu'il va aller chercher. Il y en a qui vont dire, ben, 8%, c'est beaucoup comparé à 80%. Moi, personnellement, je pense que c'est pas énorme. Pour moi, c'est très faible. C'est pas quelque chose réellement qui va j'allais dire, me garder debout la nuit, mais je suis debout la nuit de toute façon à prendre des images. Mais, donc, c'est pas quelque chose de majeur. Alors, pour répondre à ta question, Denis, là, ça dépend du niveau de détail que la personne va aller chercher. Oups. Bon, alors, les filtres qui sont introduits dans les dernières années qui sont devenus de plus en plus bons, c'est les B-bands. OK? Puis les B-bands, en passant, j'ai utilisé des filtres H-alpha O3 avec une caméra couleur. Les résultats sont raisonnables. Ils ne sont pas comme une caméra mono. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais on peut quand même avoir. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut le faire. Oui, on peut le faire. On va avoir des résultats qui sont raisonnables, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux quelque chose d'extraordinaire, tu vas aller chercher une mono avec des filtres individuels qui vont prendre beaucoup plus de temps. Mais tu vas être surpris aux résultats qu'on peut avoir quand même avec des filtres B-band ou même des filtres individuels à bande étroite, bande unique, avec une caméra CMOS couleur. Il y a même des tri-bands maintenant qui se vendent. Et dans les B-bands, comme j'ai mentionné, on a des B-bands H-alpha O3, il y en a qui sont des S2 H-bêta. Il y en a différentes sortes et on va voir l'avantage que ça donne. Puis une bande passante de 3 nanomètres, j'aurais pas pu rêver à ça, ça fait une dizaine d'années. C'était excessivement cher. C'était les Astrodon, je pense qu'ils étaient... Octolon en fait aussi. Maintenant, oui. Tout récent? Ah oui, c'est récent. Mais ça fait une dizaine d'années. Ouais. Astrodon, c'était réellement le summum, si on veut, des filtres. Puis ça, c'était dans ce range-là, mais c'était des filtres qui coûtaient excessivement cher. Je ne sais même plus s'ils sont en business, ils ne sont plus en business. Astrodon? Non. C'était PowerPoint, je pense, qu'ils ont racheté. Oui, mais ils n'ont rien fait avec. Ils n'ont rien fait avec. Ils ont laissé ça. J'ai une question, Stan. Oui. Je regardais les images de André. Moi, ça? André, oui. Lui, il fait ça dans la pollution lumineuse. Oui. Je me demandais, si tu prends, mettons, une caméra couleur, moi, dans mon livre à moi, une caméra couleur dans un ciel pollué, ça n'a pas de facile à prendre. Mais si tu ajoutes ton dual band, là, tu vas éliminer une grosse partie de la pollution. Tu vas aller chercher les bandes. Donc, ça devient quasiment une nécessité d'avoir ça dans un ciel pollué. Absolument. Quand on parlait de filtres pollution, on parlait de bandes passantes de 20-30 mm dans certains secteurs là, pour éliminer comme le sodium et des choses comme ça. Mais là, comme Denis a mentionné, un filtre B-band à 3 nanomètres, ça ne va pas laisser beaucoup de pollution passer. Ça va être en plein, quasiment zéro. Ça passe quasiment zéro. Ça passe pas. Alors, c'est... On parle de quel prix en tout cas, à 3 nanomètres? Mais c'est le prêt à payer, parce que sinon, tu ne peux pas, il y a trop de liens. Quand même. Ouais, Moi, si je vais avoir mon H-alpha, mon O3, c'est J'ai acheté une quad, c'est quoi le quad dedans? Oui, il y a une question? Oui, mais si tu veux rajouter la couleur, est-ce qu'il y a moyen dans PixInsight de prendre ce B-band-là et de recréer une couleur Très bonne comme question. que tu fais avec les SHO? Oui, non, merci pour la question. C'est une très bonne question. Je vais en parler après de la manière différente qu'on peut traiter les images. Mais la meilleure façon d'aller chercher des couleurs des étoiles, par exemple, ça serait d'enlever ton filtre B-band, de prendre quelques photos comme Roger a mentionné, juste que tu vas aller chercher juste les étoiles, tu vas les séparer par après du reste, puis tu vas aller prendre ton B-band, tu vas enlever les étoiles de là, puis tu vas combiner les deux. Exact. Ouais. Alors, On peut aller c'est comme les sur SHO. la pollution lumineuse. Exactement. Ouais. Donc, puis ça marche très bien, comme on a dit, parce que on est rendu... Moi, j'ai un filtre B-band Antlia de 3 nanomètres, puis un autre de 5 nanomètres. Et il y a quand même des filtres B-band qui sont mieux que d'autres. Comme par exemple, je suis certain que plusieurs d'entre vous avaient expérimenté avec le L-Extreme. L-Extreme, c'est un très bon filtre en termes de donner des images avec un bon contraste. C'est un 7, je pense. C'est les halos. C'est les halos. C'est les halos. C'est le halo. Puis ça, À 3 nanomètres, tu n'en as plus. Il y a zéro. Ah ouais? Zéro halo. Il n'y en a Ça pas. va à peine? Il n'y en a pas. Donc, je vais parler de ça dans une couple de minutes.
Ah, non, c'est- La chose à se rappeler encore, là, c'est que quand on parle de filtre bibande, c'est réellement des objets de ciel profond qui vont émettre ce genre de bande-là, de H-alpha et O3. Récemment, pour le fun, j'ai pris un filtre bibande, puis je l'ai pointé sur M101, puis je l'ai laissé là pendant toute la nuit. Ça donnait quelque chose qui ressemble beaucoup à celle que Roger a montrée, excepté qu'il y a du O3 qui passe aussi. Mais le H-alpha, il ressort. Alors ça bloque tout, excepté le HA et O3. Une chose que je n'ai pas faite encore, c'est prendre ça, puis le mélanger avec la couleur one-shot, la photo one-shot color. Mais ça va donner quand même les zones avec du H-alpha, ça va les faire ressortir. On doit cependant enlever comment le film déjà existant UV IR cut, je suppose. OK, très bonne question. Bon, une caméra couleur, Tu l'enlèves. moi je ne le réalisais pas. Tu l'enlèves. Je ne le réalisais pas moi-même, c'est que quand on achète une caméra couleur, pas tous, mais la plupart, comme le ASI 2600C, le C1200C, le 2400C, ils ont déjà une vitre qui va couper l'ultraviolet et puis l'infrarouge. Normalement, c'est comme si on utilisait un filtre L, dans le fond. Alors, l'utilisation d'un filtre L est déjà intégrée là-dedans. C'était ça la question? Est-ce qu'il y avait une autre partie de la question? C'est correct. Mais le fait de ne pas avoir ce filtre-là, qu'est-ce qui se passe au niveau des couleurs? Bon, Il y a une déformation? si tu enlèves ce filtre-là, c'est comme si tu prenais des images qui vont être, si on veut, bloated, comme on dit ça, bloated, gonflées par l'infrarouge, par l'ultraviolet. C'est La pas le raison même pour focus. la raison pour qu'on met normalement ce filtre-là, c'est pour avoir des images plus nettes. Chaque télescope est conçu pour avoir, pour ramener des étoiles qui sont bien des points, si on veut, selon une certaine longueur d'onde. Alors, entre les 400 et 700, il y a beaucoup de télescopes, les lunettes, qui sont généralement plus sensibles que d'autres. Puis c'est certain qu'il y a différentes catégories de lunettes. Mais si on enlève ce filtre-là, c'est qu'on va avoir des étoiles qui vont être moins précises, moins pointues que si on avait un filtre. Bon, OK, alors on a parlé de ça. On voit un exemple Antlia qui a des filtres 5, du 3 nanomètres, du 5 nanomètres. L'autre chose à considérer, c'est qu'il faut le matcher avec votre télescope. Si vous avez, il y avait quelqu'un ce matin qui a mentionné qu'il y avait un Edge 9.25 avec un Fast Star, c'est ça? Le Fast Star, le filtre que vous aurez besoin, c'est pas le même que quand vous allez shooter à F7 ou F10. Alors les filtres vont être différents. Il y en a qui sont faits pour des f-stop qui sont plus petits. Alors ça, c'est des considérations importantes quand vous allez shooter. Le Pasteur, c'est F2.2 quelque chose. C'est ça. Ouais. Autour des Là, puis là, c'est ça, F9, c'est moi. 3 nanomètres, oublie ça. Oublie ça, ouais, c'est pas assez sensible. Ça, je vais passer très rapidement parce qu'on a déjà parlé, mais j'ai essayé de superposer Tu vas pas voir à travers. la transmission de la Bayer Matrix par rapport au HA et au 3. Et on voit ici ce qu'on a vu tout à l'heure, là, que quand on est à la longueur d'onde d'un H-alpha, on va aller chercher à peu près 80% de l'efficacité quantique de ce capteur-là. On va avoir peut-être un 2% de bleu qui va continuer à s'infiltrer, puis peut-être un 8% de vert. Puis comme j'ai mentionné avec PixInsight, maintenant c'est tellement puissant qu'il y a moyen de séparer cela, pour prendre en considération votre sensibilité, vos caractéristiques de vos capteurs, ainsi que de la matrice Bayer. C'est un processus que je vais vous montrer un peu plus tard. Quand on a du O3, ça va apparaître comme du vert bleu, parce que comme on voit, ça va être 82% en termes d'efficacité pour le vert et environ 50% pour le bleu. Donc, ça va être mélangé dans les deux. Alors, c'est ce que ça donne quand on va aller chercher ces deux longueurs d'onde par rapport aux caractéristiques du capteur. Bon. Alors, un des défis qu'on a, comme j'ai mentionné, c'est qu'on n'a pas beaucoup de nuits consécutives, surtout, avec un ciel qui est assez beau pour prendre des images. Quand on a, puis j'ai fait du mono, pour prendre du mono, je
pense que Roger a donné un très bon sommaire en mentionnant que le gros focus, quand on focus, c'est peut-être pas le bon terme, mais l'emphase quand on prend des images mono, c'est réellement sur le L, c'est sur le H-alpha. On n'a pas besoin de prendre aussi de temps sur le RGB, mais si on veut prendre une SHO palette, par exemple, quelque chose en bande étroite, on doit aller chercher, par exemple, dans l'exemple numéro 1, si on utilise une caméra mono, puis qu'on va aller chercher du HA et du O3, ça va prendre 2 sessions, parce que chaque filtre va laisser passer seulement ce signal-là. Il y a un pour le HA, l'autre pour le O3. Tandis que si on a une caméra couleur avec un filtre bibande, on va aller chercher les deux dans une session. Donc, on attend cette nuit pendant, ça peut prendre des semaines des fois d'avoir une belle nuit. Là, on l'a finalement. Avec ce filtre-là, on est capable d'aller chercher les deux signaux puis les séparer. L'exemple numéro 2, si on va aller chercher HA, O3, S2, HB, avec une caméra mono, on a besoin de 4 sessions pour aller chercher ces signaux-là, tandis qu'avec une caméra couleur, on aura besoin de 2 sessions. On peut toujours donner l'argument. Je suis d'accord qu'avec une caméra mono, on va avoir un signal un peu plus fort, donc en théorie, on va avoir besoin d'un peu moins de temps. Mais encore, comme on a vu tout à l'heure, ce n'est pas des différences qui sont très, très grandes en termes de sensibilité. C'est dans le range de 10 à 20 %, considérant l'amélioration qu'il y a eu dans les capteurs CMOS. Bon, alors on a parlé qu'il y a des bons filtres, des moyens filtres et des filtres qui sont moins bons. Je vous dirais personnellement que j'ai expérimenté avec le L Extreme. J'ai utilisé le L Ultimate, qui est le Optolong de 3 nanomètres. J'ai utilisé les Antlia. J'ai un ami que je vois ses photos qui sortent avec des Player One, des filtres Dual Band Player One, excellents. Mon expérience m'indique que les Antlia, les Player One sont excellents. Puis j'invite les commentaires aussi, s'il y en a sûrement d'autres. Je n'ai pas fait un inventaire de toutes les manufacturés de filtres bibandes. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le L Extreme, il y avait des halos. Et je vous dirais que même avec le L Ultimate, malgré qu'il était à 3 nanomètres, il y avait encore un peu de halo comparé au Antlia. Mais ça dépend beaucoup, d'après ce que j'ai pu lire, sur le type de télescope que vous avez. Il y a des télescopes qui sont plus assujettis à des halos que d'autres. Certaines lunettes, par exemple, comparées à quelque chose comme un reflecteur ou une sorte de edge. La focale. La focale aussi, effectivement. Oui. La focale, le f-stop aussi. Toutes ces choses-là vont faire en sorte que on va avoir plus de chances d'avoir des halos, surtout si on utilise un filtre qui est déjà assujetti. Là, mon conseil, ce serait de faire bien vos recherches avant d'en choisir un. J'ai vu des rapports scientifiques de personnes qui ont fait des tests sur différents filtres, qu'ils ont réussi à trouver c'est lesquels qui sont le moins assujettis à avoir des halos. Les halos, en passant, ça ne s'applique pas juste aux caméras couleur, ça peut aussi s'appliquer aux caméras mono, dépendant de qu'est-ce qu'on va shooter, puis l'objet aussi, évidemment. J'imagine que la distance entre le filtre et le capteur doit influencer ça aussi. Oui, beaucoup de facteurs, effectivement, beaucoup de facteurs. Si on regarde ton tableau là, qui est là, le L Ultimate que je vois en haut, c'est celui qui est. On peut regarder l'ensemble, le rond avec l'étoile au centre. Ça, le rond, c'est le halo. Oui, exactement. Là. Exactement, oui. Quand même impressionnant, celui en bas. Il n'y en a presque pas. Ça, c'est 60 secondes avec l'étoile Vega, L Extreme. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle ASCAR Magic, 6 nanomètres. Puis celui-là, c'est le Optolong L Ultimate qui est 3 nanomètres. Donc, beaucoup mieux. Mais mon expérience, c'est que j'ai quand même eu un peu de halo avec le L Ultimate. Mais encore une fois, ça dépend. Plus que tu exposes, plus qu'il apparaît, le halo. Oui. Tu ne peux pas éliminer ça au pixel bien. Il y a des processus qui ont été développés pour réduire les halos ou les éliminer. J'en ai essayé quelques-unes. Ça marche relativement bien. Ça prend un peu de travail. Si on a un champ, une image avec 20 étoiles avec des halos, là, ça va prendre un peu de temps. Mais mettons qu'on fait le Star Exterminator, est-ce que lui, il a cherché juste la partie centrale
Ouais. Oui. Ouais, Star Terminator, il va ramasser l'essence, il va te laisser ton halo, Ouais. puis là, ben, c'est Dans ta le job de Starless. patcher. Toi, t'as rien qu'à aller. Ah, OK. Il Ouais, va aller chercher quand même l'eau. Non, Comme, non, il va laisser le halo là. ouais, OK, puis tu mais vas si te je prends l'exemple faire d'une nébuleuse puis des étoiles brillantes, j'enlève des étoiles, je travaille ma nébuleuse, après ça, je remets les étoiles, j'aurais pu les halo. Ben oui. Ben oui, ils sont dans la nébuleuse. Il en reste tout le Ils temps. vont rester, mais comme étant faisant partie, par exemple, de la nébuleuse. Ah, OK. Ils vont rester dans l'image de la nébuleuse. Simple pour utiliser comme, Le mieux, Donc, c'est d'avoir un c'est film difficilement exact. ça, là. Exact, je pense. C'est une réflexion entre les deux choses. Puis il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à 3 Ouais, nanomètres, ouais, vas-y, Juste un Martin. petit commentaire de seconde, c'est que tu sais, c'est une caractéristique du train optique. Là. Ben oui. Le filtre, ça rebondit entre le capteur et le filtre. Ça revient sur le En plus, il y a une matrice Fait de que Bayer. c'est une caractéristique physique du train optique. Oui. Avec ça, on les aime pas, on veut les enlever. Mais pensez au patron de diffraction qu'il y a autour des étoiles quand on a un Newton ou un Schmidt-Cassegrain, pas un Schmidt-Cassegrain, pardon, un Richter-Chrétien. Ben, il y a des plugins qui génèrent des spikes autour des étoiles Ouais, quand ouais, on a des lunettes. Ouais. Alors que c'est une caractéristique du train optique aussi. Ouais. Fait que tu sais, il y a comme un. Il faut faire juste un petit peu attention avec disons l'intérêt qu'on porte au halo. Ils sont là. Si on veut les réduire, ben, on achète un fil qui est meilleur. Après ça, jouer avec ça dans le on peut. Ben, tu sais, il y a comme un. Faut en revenir aussi. Ben, disons que les spikes, c'est au niveau esthétique, c'est plus beau. Ben, le point de Martin est très bon, c'est que les caractéristiques optiques de votre télescope vont faire en sorte que vous pourriez avoir plus de halo ou moins de halo. Par contre, je peux vous dire quelque chose que j'ai utilisé avec mon TOA 130, un filtre bibande qui a donné des halos, très évident. Puis l'autre chose, plus on stretch avec le histogram transformation ou Go, plus ça va ressortir, plus il va être apparent. Mais par contre, avec le Antlia de 3 nanomètres, j'ai presque pas. Il faut réellement aller chercher pour trouver Je la savais pas même que optique. je savais pas que Layer One faisait des Oui, filtres ils font comme ça. Un film qui est merveilleux, faut te le dire. Mario C'est-tu un 3 nanomètres? Oui, c'est 4. Je pense que c'est 4 4 nanomètres. nanomètres. Ouais. C'est dual band? C'est dual band. Oui, c'est dual band. Mario Spinner, il utilise les photos qu'il nous envoie de lui, c'est du dual band. mais il y a une chose qu'il faut faire attention aussi avec les 3 nanomètres, c'est qu'à F2, on oublie ça. C'est pas efficace. Puis dans les longues focales, à 1500, oublie ça, c'est trop étroit, c'est pas efficace. C'est vraiment dans le range de F3.5 à F4.5, là. Puis F6 les ranges peut-être. de longueur focale, ça joue de combien? Ben, comme je te dis, F2 à F2, peu importe la Ouais, focale. ça c'est le rapport focal. Ça, La longueur peu focale. importe. Mais à 1500 mm, là, ben, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que l'Optolon Ultimate, à 1500 mm, oublie ça, mets-toi une bande plus large pour aller chercher. Parce que là, tu vas pas capter les. Non, ça passe C'est pas assez. Non. Mais l'autre stratégie aussi, c'est de mettre le filtre le plus près possible du capteur. Voilà, ça c'est sûr. Il y a des fois que c'est pas possible, là, mais autant que possible quand on peut. Surtout avec, si on reste avec, mettons, ASI, qu'ils ont une configuration qui se visse ensemble, les distances sont pas mal, il faut commencer à jouer avec ça, là, ça devient assez dangereux. L'autre chose à considérer, à part la bande passante, il y a des 3, des 5, il y a des 7, il y en a plus. Et l'idée générale pour la bande passante, c'est que plus vous avez de pollution lumineuse, mieux que c'est d'avoir une bande passante très petite. Alors que si vous êtes au parc de la Vérandrie, vous avez un 7 nanomètres comparé à un 3 nanomètres, il n'y aura probablement pas une grosse différence. Mais à Montréal, ça va faire une grosse différence. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même un pic de transmission. Chaque fil, ça c'est quelque chose d'autre à regarder si vous voulez en acheter un, c'est eux, ils sont dans les 90%. Ça c'est le Player One, si je me rappelle, si je ne me trompe pas. L'autre c'est le Optolon, qui est aussi à peu près à 90, mais ça varie. La transmission va varier. Vous allez voir sûrement que si vous achetez un filtre dédié qui est HA ou bien O3, ça ne sera pas 100%. Peut-être qu'il y en a qui connaissent c'est quoi les pourcentages de transmission, mais c'est toujours un peu moins que 100%. Donc, il y a des filtres qui sont mieux que d'autres en termes de transmission. L'idée, évidemment, c'est d'aller chercher un filtre qui n'a pas de halo, qui est à une bande passante très petite et qui a une
transmission très élevée des longueurs d'onde qu'on veut aller chercher. Bon. Considération et opportunité. On a parlé de ça, puis j'ai mentionné que si on était au Chili puis retraité, on ferait tous du mono, puis on aurait tous un bon temps, le ciel est beau tout le temps. Mais on est au Québec, et puis on a quand même le temps d'acquisition est une commodité précieuse, et les opportunités ne sont pas fréquentes. Il y a beaucoup de défis à aller chercher, faire des sessions d'acquisition avec des fils différents pour le même objet. On a le fait qu'on n'a pas beaucoup de nuits claires qui sont proches l'une de l'autre. On a différentes, même d'une nuit à l'autre, on peut aller chercher, on peut aller voir des différences dans la transparence, dans le seeing ou la clarté, ainsi que l'élévation des objets. Moi, j'ai un voisin que lui fait du narrowband et il commence à prendre c'est sûr qu'il veut prendre des expositions assez longues. Puis il y a des arbres qui font obstruction à son champ de vision, mais à un moment donné, il y a tellement de temps qui est passé entre le début et la fin de ces sessions de LRGB puis les narrowband, que l'objet est rendu beaucoup plus bas vers la fin de ces séances comparé au début. Alors, il pourrait être proche du zénith, mais quand l'élévation de l'objet baisse, on n'a pas un objet qui est aussi clair. Ça, c'est connu. Puis la transparence, comme j'ai mentionné un peu plus tôt à Denis, le même endroit, on peut avoir une transparence extraordinaire pour cette nuit, puis le lendemain, ce sera une transparence qui va être beaucoup inférieure. La même chose avec la clarté. C'est pas des défis qui manquent. Hein? Quand on fait de l'astronomie, on a du fun, mais ça prend beaucoup de patience. On a la Lune qu'on doit penser. Il y en a qui disent, bon, la Lune, ça n'affecte pas les images. Mon expérience, c'est que du HA, ça n'affecte pas beaucoup, tant qu'on n'a pas un objet de ciel profond qui est juste à côté d'une pleine lune. Si on a un quart de lune, puis on est à 100 degrés... J'ai vu, là, on a fait une session dehors de l'éclipse. Je faisais en même temps, moi, du H-alpha. Puis quand il vient la totalité, je regardais mon image, Seigneur, c'est plein de gens alpha. Puis quand il revenait à pleine lune, j'en avais beaucoup moins. Fait que dans le fond, là, puis CM81, t'es quand même loin de la Lune. Ouais. Il y a vraiment une différence. Hein? Ah oui, il y a une définition. Dans la pleine Lune, c'est vraiment, là, faut faire du planétaire. Là, si vous regardez Nina, puis vous regardez les caractéristiques, les statistiques, ce qu'ils appellent ça de l'image, vous allez voir le signal minimum quand on a un ciel sans Lune, comparé à un ciel avec Lune, il y a une grosse différence là-dessus. Moi, je pense que quand on a un bon filtre H-alpha puis qu'on est un peu loin de la Lune, on devrait être bon. Mais par contre, le O3, ça ne marche pas. Non, le O3, ça laisse beaucoup plus. Le S2 aussi. Le S2 aussi, oui. Le S2, ça, je suis un peu surpris, mais c'est fort... non, c'est définitivement une possibilité. L'autre chose qu'on a, c'est des froids extrêmes. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de faire des images à moins 25? Oui. Faire des connexions facilement. Les montures, ça prend un peu, tout doit être parfait puis bien calibré. Oui, les observatoires automatiques. À moins 25. Est-ce qu'il y en a qui ont... On va reculer en arrière. C'est peut-être moins que tu fais. Juste reculer en arrière, s'il te plaît, Denis. Justement, c'est bon que c'est toi qui la recules en arrière parce que tu me parles souvent du brouillard de nuit. Oh, oui. L'enfer. Le brouillard de nuit. Des fois, on commence la séance, puis il fait beau, puis là, tout d'un coup, il y a un brouillard qui s'en vient. Ça, j'ai un observateur qui est parti, qui n'a pas, lui. Là, il n'y a pas de ciel. J'étais parti au parc du Mont-Tremblant, le lac Monroe. Oui. Merveilleux, un ciel merveilleux. Puis à peu près 2 heures après qu'on a commencé, le gros brouillard s'en vient. On a attendu. Le brouillard, c'est un problème. Les aurores boréales, ça c'est une image que j'ai. C'est beau. C'est une image qui a été. Ça a été prise de mon observatoire quand on a eu le. Une belle à soir. Au mois de mai, là. C'était le mois de mai de l'année dernière. J'étais toute prête avec mes télescopes, mes filtres, mes caméras, tout était beau. Ma séquence Lina était là, pas la Advanced Sequencer, mais le Legacy Sequencer. Puis là, tout d'un coup, l'aurore boréale. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici?
Là, je sors dehors, puis je vois cette lumière merveilleuse de toutes les couleurs. Il n'y a pas de fil pour ça, hein? Oui, mais c'est sûr que je ne vais pas pu faire... Je pense que les priorités changent dans ça. La chaise, Regarde, tu fais avec. on n'a comme pas le choix. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de vent? Ça arrive-tu, ça? Non. Ça arrive, ça aussi. Les problèmes techniques, on vient d'en parler. Ouais, non, jamais. On est malheureusement pas tous. Ceux qui sont retraités sont chanceux, mais ceux qui doivent travailler, à un moment donné, le lendemain. Lâche l'astro. Ouais, on prend des images toute la nuit. Lâche le travail. Priorité familiale, c'est le Eh oui, Lâche la famille. mariage, c'est Saint-Valentin, c'est voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a réellement beaucoup de contraintes. Et comme j'ai dit, mon défi à moi, c'est d'essayer d'obtenir des images raisonnables avec des connaissances très limitées, puis aussi des grosses contraintes en termes de ciel clair qui va être capable de nous donner des bonnes images. Bon, alors, je pense que le sommaire de tout ça, c'est aussi une photo de mon observatoire à Val-des-Lacs. Alors, c'est que ma conclusion à moi, c'est qu'une caméra CMOS couleur avec des filtres double bande, c'est une approche qui est raisonnable, considérant les contraintes qu'on a pour nous permettre d'aller chercher le maximum du peu de beau temps qu'on va avoir et des contraintes qui vont rentrer dans le portrait. Ça nous permet d'en faire plus avec moins de temps. On a parlé du signal HA-O3 qu'on va aller chercher la même nuit, par exemple. Au lieu d'avoir 2 nuits, une pour HA, une pour 0,3, ou O3 je devrais dire, on peut aller chercher ça la même nuit. C'est sûr, comme j'ai dit, qu'on va avoir un peu moins de signal, donc tout étant égal, 2 nuits de mono, c'est mieux qu'une nuit de bande de bi-bande. Par contre, comme j'ai dit, c'est pas 2 fois mieux, c'est peut-être un 20% de différence selon mes observations. Et l'autre point, c'est les résultats uniformes pour l'inquisition. On a parlé du fait que le seeing peut changer, la transparence peut changer d'une nuit à l'autre. Quand on prend l'image dans la même nuit, on va avoir, surtout quand c'est une belle nuit, évidemment, avec une bonne transparence, un bon seeing et un bon guidage, on est capable d'aller chercher le maximum dans cette nuit-là. Et le temps de traitement, j'ai un de mes amis qui m'a introduit à PixInsight, puis je lui demandais combien de temps ça te prend pour... Parce que moi, c'était du Photoshop, puis je pouvais passer 2-3 heures à jouer avec. Je lui ai dit, combien de temps ça te prend pour PixInsight pour processer tes images? Je lui ai dit, 20-30 minutes. Hey, c'est intéressant, ça. J'ai appris assez rapidement que c'était pas tout à fait le cas, là, que lui était quand même, il coupait des coins mais je suis certain que Roger, le temps que tu passes à faire des traitements mono, c'est des heures et des heures là, pour avoir vraiment un bon résultat. Mais un fil double bande, dans un portable 1, 2, c'est pas nécessaire. C'est quand tu arrives à une certaine pollution lumineuse. Non, moi regarde, c'est la même chose que d'utiliser un filtre à bande unique dans une zone noire. Tu vas aller chercher le H-alpha que Roger a montré pour la galaxie, que tu n'aurais pas obtenu si tu n'aurais pas restreint toute ta bande passante à juste le H-alpha. Donc, ça va aller te permettre de chercher ces longueurs-là, mais ça a aussi l'autre effet positif que tu peux l'utiliser comme un très bon filtre antilumineux pour la pollution lumineuse. Pour la pollution. Ouais. C'est sûr qu'avec un porteur 1, tu as besoin de moins de photos, tu as moins de bruit parce que ton ciel est meilleur. Fait que, oui, tu peux sauver du temps, mais ça reste que c'est un complément. Des fois, tu es serré dans le temps, tu te dis, je vais y aller On va aller chercher du H. Ouais, c'est ça. Bon, alors, comme j'ai mentionné, je suis quand même très nouveau dans le PixInsight, mais je vais vous montrer un peu le processus que j'utilise, mais ce que j'ai remarqué, c'est que vous allez trouver beaucoup de vidéos YouTube, comment processer des images bi-bande avec une caméra CMOS dans PixInsight. Il y en a un qui s'appelle Lucomatico, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il est très bon. C'est un anglais, je pense. Il est très bon. Il y a SETI, of course, qu'on a parlé. Il y en a d'autres, donc il y a différentes vidéos, j'ai mis les liens là si vous voulez les voir, mais l'approche que j'utilise,
elle est très similaire à si c'était une image couleur. Dans le sens que j'utilise les processus types. En commençant en haut, avec le Weight Batch Processing, j'utilise le Screen Transfer Function, évidemment, pour visionner ce qui se passe. J'utilise le SNCR pour enlever le vert, le Background Neutralization, le SPCC. J'ai demandé à Roger tout à l'heure comment ça se fait que quand j'utilise SPCC, mes étoiles, moi j'avais l'impression que les étoiles allaient réellement refléter ce qui est dans le catalogue, hein, parce que SPCC utilise Gaia, qui est un catalogue de ciel, qui connaît les images de toutes les étoiles, mais la réponse à Roger qui m'a illuminé, c'est que tu as fait un background là-bas? C'est que pour réellement avoir le vrai data, ça prend le data des étoiles. Pour avoir le vrai data des étoiles, il faut que tu prennes une image avec ton one-shot color des étoiles seulement pour les recombiner. RGB. C'est pas le SPCC qui va t'amener les étoiles réelles du catalogue. Il les calibre, c'est ça la clé. Il calibre, il ne va pas chercher la couleur réelle absolue. C'est ça. Puis ici, il y en a d'autres qui ont des commentaires, sentez-vous à l'aise. Comme on a parlé, plusieurs personnes ont mentionné le trio BlurX, NoiseX, Star Exterminator, c'est réellement, c'est the next level. Je vous dirais qu'en allant de Photoshop à PixInsight, il y a beaucoup de très bons processus, mais le Weight Batch Processing, puis le trio là, de BlurX, c'est incroyable. Ça rehausse l'image avec la qualité des détails, ça enlève le bruit. Extraordinaire. On peut les utiliser aussi bien dans une image one-shot color sans filtre, comme on peut le faire avec une image B-bound. Ça marche très bien de la même façon. Alors on sépare, moi ça c'est le processus que j'utilise, qui donne des résultats qui sont raisonnables. Encore une fois, c'est je crée l'image starless, puis l'image stars. L'image starless, on a parlé des deux options. Il y en a qui font les deux. J'ai utilisé les deux. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Le Generalized Hyperbolic Stretch, le Histogram Transformation. Quelque chose de très puissant, c'est le Range Selection Mask qui vous permet de travailler sur des régions spécifiques de votre image pour les stretcher ou bien ajouter de la couleur. On a parlé du Local Histogram Equalization que Roger a mentionné, très puissant. Personnellement, je le fais en deux étapes. Je le fais à peu près à 40, puis à peu près à 160 plus ou moins. Ça va aller chercher les petits détails dans la galaxie, puis les gros détails plus grands à l'extérieur. Curves Transformation, Roger a donné une démonstration de ça. Moi, j'utilise aussi le Color Saturation. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent, mais c'est une autre manière d'aller chercher plus de couleurs. Pour les étoiles, alors ça, c'est processé séparément, la ligne de la rangée 2. La rangée 1, pour les étoiles, une fonction que mes amis m'ont mentionné, ça s'appelle Arc Sign Stretch. Ça va aller chercher plus de couleurs au début. Alors, on fait un petit stretch, des étoiles seulement, avec Arc Sign Etch, puis on finit avec le Histogram Transformation et puis le Color Saturation. Et finalement, le Pixel Matte pour combiner les deux avec la petite formule que j'utilise, Combine Starless Stars OP Screen, et ça donne l'image combinée. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup d'options. Si vous voulez avoir des belles étoiles avec des couleurs réelles qui sont représentatives des catalogues, vous devez prendre une image ou des images et les stacker séparément dans PixInsight et ressortir une image des étoiles, celle-là ici, RGB. qui va être RGB. L'avantage de le faire avec One Shot Color, tu le fais d'une shot. Toutes les couleurs sont ensemble. Pas obligé de le faire RGB. Et le Starless, on les combine ensemble, qui est pris du Dual Band. Alors, on prend Dual Band Starless avec le One Shot Color Stars et ça nous donne une image combinée. Ça ne change pas le traitement par rapport à lorsque tu n'utilises pas le Dual Band. Le traitement est le même. Il va y avoir des nuances. Il va y avoir des nuances, comme dans SPCC. Tu vas choisir, comme Roger a mentionné, est-ce que tu utilises un filtre B-bound ou est-ce que tu utilises juste un filtre L, admettons, avec ton One Shot Color. Puis ça va faire des différences là. L'autre chose que j'ai vue dans des YouTube, c'est des gens qui vont séparer Channel Extraction. Je suis certain que beaucoup je travaille comme ça, juste le même.
Je n'avais jamais combiné, moi. Toujours séparé. Chaque couche a ses défauts, chaque couche. À partir d'une photo one-shot color. One-shot color, ça travaille toujours séparé. Alors ça, c'est des images réelles d'une photo que j'ai prise avec le channel extraction. Le rouge, on voit le horsehead qui est beaucoup plus évident, le green puis le bleu. On les traite séparément puis on peut le récombiner. Le problème avec cette méthode-là, vous allez le voir tout de suite, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a un peu de leakage à cause de la matrice Bayer. Alors, quand on va avoir du H-alpha, on va avoir un petit pourcentage. Ça, c'est la curve pour la IMX 571, qui est celle que Roger utilise. Ça, c'est les 2600C, si je ne me trompe pas. Les caractéristiques vont être légèrement différentes d'un capteur à l'autre. Alors, moi, j'ai aussi une 2400C qui va avoir une sensibilité pour chacune de ces couleurs-là qui va être différente. Mais si on regarde ça, dans le fond, ça s'appelle BB Extract. C'est des Espagnols qui ont développé ça. Dans le fond, quand on va aller chercher la couleur bleue, par exemple, on voit que la couleur bleue, c'est à peu près 50%. Ça, c'est le 500, c'est à peu près la longueur d'onde du O3. Alors, on prend 0.5 fois le signal du O3, 0.02 du HA. Alors, le HA est 650, donc le bleu, il est là, 2%. Plus 3% du S2. Le S2, il est là, le 2%. Dans le fond, ça devient 3 équations avec 3 unknowns. 3 equations and 3 unknowns. C'est ça. 3 équations avec 3 inconnus. Et ça permet de résoudre le signal pour chacune de ces signaux-là, le O3, le HA et le S2. Et là, ça vous permet de les séparer et de faire du SHO. Oui. Ça, il utilisait ça aussi pour faire du SHO? Oui, c'est ça. C'est exactement pour ça. Ça vous donne un signal O3, ça vous donne un signal HA, puis ça vous donne votre signal S2. Puis là, vous les avez séparés, vous êtes capable de les traiter séparément. Ça a quand même pas mal évolué, écoute, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de ces choses-là que j'apprends toujours. Il y a des scripts qui sortent tout le temps. Il y a une de belles qui sort. Oui, absolument. Moi, j'ai un autre script, il faudrait que je le trouve. Là, c'est super capoté. Tu peux ajuster tes courbes de couleurs en même. C'est un peu comme Photoshop. C'est nouveau. C'est un script que je n'avais pas connu. Je l'ai trouvé par hasard. Tu vois dans PixInsight? Il y a toujours. C'est vraiment fort, le script. Je vous dirais que si je connais 5 à 10% de PixInsight, ce serait à peu près le maximum parce qu'il y en a tellement, là, c'est incroyable. Alors, ça, c'est une image qui a été prise avec une B-band, avec le CDK 12.5. Donc, en sommaire, on arrive à la conclusion, là, c'est que je pense qu'on doit admettre au début, et je vais être le premier à vous le dire, ayant utilisé une caméra mono, que si vous avez le temps, le beau ciel, l'opportunité, il y a aussi des coûts additionnels, qu'une caméra mono va vous donner des résultats qui sont un peu meilleurs. Et je vous dirais qu'en termes de résolution, si vous avez une longue longueur focale, vous n'allez pas perdre grand-chose parce que vous êtes déjà tellement petit en termes de sampling rate. Si vous êtes à 0.4, admettons, même si vous le doublez à cause de votre Bayer Matrix, vous allez être quand même beaucoup en bas de votre CA. Donc, la caméra CMOS avec des fils B-band offre une alternative intéressante quand même pour l'imagerie à bande étroite, surtout avec les contraintes qu'on a. Et puis, il faut que chacun d'entre vous évalue les avantages, les désavantages, ceux qui sont déjà réellement lancés dans le mono. Puis, je ne veux pas vous décourager de continuer. C'est le mono, il n'y a pas de doute que c'est l'approche qui va vous donner les meilleurs détails. Mais ça prend beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps d'acquisition. Le temps de traitement, comme on a dit, les coûts qui vont être un peu plus élevés. Et quand on prend la balance de tout, ça donne quand même des images, des qualités d'images intéressantes comme celle-ci, celle qu'on a vue au début, ou bien celle-là, qui a été prise avec une B-band. Ça, c'était pris avec ton TAO, ça? Le TAO, c'est ça, oui. Ouais. On voit la petite bulle. Ah oui? C'est pas un halo, ça? Ouais, ton fait n'a pas bien fonctionné. C'est sûr que quand j'ai processé cette image-là, il n'y a pas assez de détails à mon goût ici.
J'utiliserai plus le Localized LHE pour aller chercher un peu plus de détails. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ça, je vous dirais que ça, c'est une image prise avec une 2600C, avec un filtre biband, puis avec un traitement Fix and Sight assez primitif. C'est ça que je l'ai fait, ça fait peut-être pas loin d'1 an de ça. Mais je suis certain que vous, qui êtes des experts en Fix and Sight, allez chercher beaucoup mieux que ça avec la data que vous avez. Une question. Ouais. Le filtre du haut band, c'est quel diamètre? Ça dépend de la caméra? Oui. Moi, j'utilise du 2 pouces. Okay. C'est sûr qu'avec que ce soit une 6200 ou bien une 2600, moi, je vous dirais que si vous ne voulez pas de vignetting, des problèmes, 2 pouces, c'est bon. Il y en a qui utilisent des carrés. Quand j'avais mon ATIC 460, qui est un excellent capteur CCD, 10 mm par 12 mm, tellement petit, là, on peut s'en sortir avec des 1 pouce et quart. Okay. Donc, la grandeur du filtre va dépendre du capteur de votre caméra. Ça, c'est-tu comme un petit tiroir, ça, que tu mets? Ou tu as une roue à filtre? Moi, j'ai une roue à filtre. OK. C'est-tu monté, ça, ce filtre-là? Ou il est hand-mounted? Non, il est vissé. On le visse dans la roue à filtre. Comme n'importe quel filtre. Mais ce qui est intéressant, c'est si vous me demanderiez quel filtre est-ce que vous avez dans votre roue à filtre, considérant que vous avez une caméra couleur. Moi, j'ai évidemment le biband. On peut avoir 2 bibands, le HA-O3, le S2 et puis le HB. On peut aussi avoir, moi j'ai personnellement un H-alpha pour les nuits où est-ce qu'on a de la lune. Je veux isoler le H-alpha parce que le O3, quand il y a de la lune avec un biband, ça crée c'est pas une image aussi belle qu'elle devrait être. Personnellement, je mets aussi un filtre L, malgré que j'en ai déjà un dans la caméra. Essayez de deviner pourquoi. Infrarouge? Non. Le back focus. C'est une question de back focus, mais aussi c'est que j'ai un off-axis guider. Et initialement, je me suis dit, bon, si la caméra a déjà son glass, qui est un filtre L, pourquoi en ajouter un autre? La raison, c'est parce que si on... Oui, non, mais j'ai les caractéristiques, ça bloque moins que 400 et plus que 700, plus ou moins. Vous allez le trouver dans le manuel des caméras ASI. Donc, ça ressemble à un filtre L. Mais la raison, c'est parce que je me suis dit au début, si je prends des images one-shot color avec ma caméra one-shot color, moins de filtres que je vais avoir, mieux que c'est. Je vais avoir plus de lumière. Le problème, c'est que le filtre qui est à peu près, un Antlia qui est à peu près 2 mm d'épaisseur, va changer le point focal. Pour la caméra, ce qui va changer le point focal du off-axis guider camera. Donc, pour ne pas devoir changer le focus du off-axis guider quand ma caméra est focusée, je mets un filtre L qui va me donner le 2 mm, qui va donc donner à peu près le même point. Comment on appelle ça encore? Back focus? Non, c'est pas le back focus. C'est quoi le terme qu'on dit ici? Le focus point. Le point focal. Le point focal, okay. C'est que si mettons votre point focal sans filtre L va être à un certain point, si vous ajoutez un filtre L, il va devoir s'éloigner un petit peu, right? Parce que c'est 2 mm d'épaisseur. Alors, donc, si je change entre un filtre V-band, un filtre L, et je ne veux pas changer mon focus de mon sensor sur le off-axis guider, j'ai besoin d'avoir un filtre sur toutes mes images. Tant que le filtre est à peu près de la même épaisseur, comme David m'a clarifié l'autre jour, ça peut être des filtres de marques, de compagnies différentes, mais c'est l'épaisseur qui est importante, parce que c'est ça qui va changer votre... Mais si tu enlèves le dual band, il faut que tu mettes au moins le UVI à côté. OK. Alors, comme j'ai mentionné, la caméra comme telle couleur, elle a déjà son UV cut intégré. Mais ce n'est pas le cas pour une mono, ça c'est number one. Puis j'ai déjà eu une ASI 533 qu'elle n'a pas de filtre. Faut que tu l'achètes. Faut que tu l'achètes. Il faut l'avoir. Ouais.
Alors, messieurs, ça complète, comme vous avez vu, c'est un parcours qui est intéressant aussi. J'apprécie beaucoup ce forum-là. Les organisateurs sont extraordinaires. Ça me permet d'apprendre et d'évoluer, puis c'est ça qui est le fun. Ben oui, moi j'ai beaucoup appris. Une question, dernière question. Tu avais mis 2 filtres tantôt. Avec tout le choix que tu connais maintenant, j'imagine que tu as passé à travers les caractéristiques. Tu aurais quoi comme tu conseillerais aujourd'hui, au moment où on se parle, pour l'achat d'un bon duo-band compte tenu des halos, puis de nanomètres, des 3 nanomètres et tout ça? Parce que tu avais mentionné le Player One, tu avais mentionné l'autre, là. Amplia. Ça a l'air, d'après ce que je vois, c'est quasiment parmi les 2 meilleurs, là. Ben, c'est seulement, regardez, comme j'ai mentionné, j'ai pas fait une enquête là-dessus pour réellement faire beaucoup de recherches. Et je suis certain qu'il y a d'autres manufacturiers. David, s'il y a des commentaires là-dessus, sans trop de le faire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les meilleurs résultats que moi j'ai obtenus, c'est avec du Amplia. Dual Band 5 ou 3 nanomètres. Puis Mario Spénard, que peut-être certains d'entre vous connaissez, lui, je vois ses photos continuellement. C'est une lunette d'à peu près 100 mm qu'il a. Puis il obtient des photos, des images extraordinaires sans halo avec le Player One. D'ailleurs, le Player One, eux autres, vont communiquer dans leur advertising que c'est anti-halo. Ils appellent anti-halo. Il est sorti un an et demi. J'ai acheté ma roulette à fil 2 pouces, parce qu'il ne faisait pas dans le 2 pouces. OK. Pas juste pour ça. Oui. Puis j'ai même pas acheté le fil. Comme ça, vous avez l'expérience avec le... J'ai acheté des Antia, j'ai acheté des Antia. C'est-tu un filtre monté, ça? Oui, c'est des fils montés. Oui. Il doit peut-être se faire, par exemple, un non monté fil. Est-ce que je suis curieux, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait du dual band puis qui ont eu des bons résultats avec un autre marque de fil que ceux-là? Je suis certain qu'il y en a d'autres qui sont bons. J'utilise le L-Enhance, mais il n'est pas assez contrasté comparé au L-Autre. Il fait une job. L-Enhance, lui, sa bande passante est beaucoup plus large. Je pense que tu as pris 10-12 nanomètres, plus ou moins, si je ne me trompe pas. Le L-Extreme, c'était 7. Puis le L-Ultimate, c'était 3. Ouais. Les petits Smart, moi, j'ai des... les petits Smart, les C-Star, ça sont tous en duo aussi. Mais c'est pas les 3 nanomètres, c'est des 20. Oui. Mais c'est une nouvelle mode. Là. OK. Moi, j'ai mis des filtres en avant. Je bypasse le filtre dedans pour pas les mais des Ascar, ça. OK. On en a un dans le club à Sorel qui a eu des bons résultats avec les filtres Ascar. Ascar, oui. Les Ascar aussi. Des 1, puis moi, j'ai des C. Sûrement. T'as pas de halo? Mais mon seul... Je ne l'ai pas eu. Le mien, mais c'était le Sister, c'était petit. Mon seul conseil, c'est faites bien votre enquête avant de l'acheter parce que c'est déjà très dispendieux. On parle de 500 plus ou moins. Donc, assurez-vous qu'il y a une bonne transmission. Assurez-vous qu'il y a une bande passante assez étroite si vous voulez avoir les meilleurs contrastes dans vos images narrowband. Et assurez-vous qu'il n'y a pas de halo non plus. Puis, tu veux la longueur focale? Bon, la longueur focale, dans mon expérience, n'est pas aussi importante que le type d'optique que vous avez comme une lunette par rapport à un Schmidt-Cassegrain, par exemple, ou bien le f-stop. Ce qui va être très important si vous avez un f-stop, comme on a parlé tout à l'heure, qui est de F3 ou F2 quelque chose. Ça ne va pas bien marcher. Il y en a qui sont adaptés. Je sais que Antlia en fait high speed. Puis aux autres, je pense que c'est entre F2.8 à F3, F4 ou quelque chose comme ça. Pas beaucoup. C'est pas très bas. Donc, il faut matcher les caractéristiques techniques de votre filtre avec votre télescope, le f-stop surtout. Mais la longueur focale, moi, ce que je peux vous dire, j'ai jamais eu de problème avec le CDK, avec des halos. Parce que le CDK n'a pas autant de lentilles qu'un TOA 130. TOA 130, j'ai constaté dans mon expérience. C'est quoi doublet, ça, je pense? C'est un triplet. C'est un triplet? C'est un triplet. TOA 130, oui. Expliquez le f-stop. Alors, le f-stop, c'est quand on a un télescope, admettons, qui est à 130 mm. Si c'est un f5, ça va vous donner 650 mm de longueur focale. Donc, on divise la longueur focale par le diamètre de l'objectif. Ça vous donne le f-stop. C'est le ratio qu'on suit. Le ratio, oui. Mais plus il est petit, plus c'est lumineux. C'est ça. Comme monsieur qui a un Edge, le Edge, l'avantage on est, un Edge aussi Edge 8, on peut l'utiliser à f10, f7.5,
Puis si on a un Fast Star, c'est quoi, F3, F2.8? F2.8. Juste une anecdote intéressante. Le monsieur a dit que lui a un F6 qui marche très bien avec un B-band, mais il a essayé un filtre B-band ZWO qui donnait des halos, mais le ASCAR, IDAZ LBZ, il ne donne pas de halo. Donc, il faut faire attention à ça. Faut faire attention. Ouais. On peut les enlever, les halos, mais c'est du travail. Ouais. C'est du travail. Achète un bon filtre. Alors, merci encore à tous.